Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Aujourd'hui, nous allons avoir un échange avec Sébastien Nieto Parra, qui est responsable du bureau latino-américain de l'OCDE. Donc, bienvenue. Je crois que l'OCDE publie régulièrement, tous les ans, disons, un rapport, une mise au point, une évaluation de la situation en Amérique latine. Mais ma première question, c'est pourquoi l'OCDE, qui à l'origine est une structure de coopération économique plutôt transatlantique et très européenne, que vient faire l'Amérique latine à l'OCDE? Bon, d'abord, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être à la Fondation Jean Jaurès et on parlait de la situation de l'Amérique latine et en particulier de ce que l'on fait à l'OCDE. Pour répondre à votre question, c'est un choix de l'OCDE d'être plus international. On a vu depuis des années que la richesse globale est passé plus vers le sud. Et ça remonte à quelle époque, quelle année, grosso modo? Donc là, ça fait 15 ans qu'on est dans ces rapports de l'Amérique latine. Est-ce que c'est lié à la personnalité de celui qui, pendant très longtemps, a été secrétaire général de l'OCDE, qui était un haut fonctionnaire mexicain? Exactement. Donc, il y a d'abord l'importance que le secrétaire général qu'on avait eu précédemment avait un intérêt d'avoir une organisation plus internationale et aussi, bien entendu, de mettre plus de travail sur l'Amérique latine. Donc, c'était l'ancien secrétaire général, Angel Gurría, mexicain, qui a donné cette idée et que l'on a commencé il y a 15 ans. D'accord. Bien entendu, aujourd'hui, on a un nouveau secrétaire général, Matthias Cormann, australien, et qui a aussi cette idée d'une organisation plus globale et l'on tient compte des régions comme l'Amérique latine. Bon, pour être complet, il y a eu également une ouverture depuis 1994, je crois, vers les pays d'Amérique latine en vue de leur proposer d'adhérer ou qu'eux-mêmes se proposent pour adhérer. Il y a combien de pays latino-américains actuellement qui sont membres de l'OCDE et combien qui sont en cours d'adhésion? Alors, membres pleins de l'OCDE, il y en a 4 pays. Donc ça a commencé avec le Mexique en 1994, ça a été suivi par le Chili, et plus récemment, on a la Colombie et le Costa Rica comme pays membres de l'OCDE. Donc en plus de ces pays, on a d'autres pays qui ont demandé l'adhésion. Donc là, on est en train de mettre en place tout le début de processus d'adhésion. C'est un processus assez long où on a le Pérou, l'Argentine et le Brésil. En plus des pays qui sont membres à l'OCDE, on a des pays qui sont membres au centre de développement de l'OCDE. Et là, on a 14 pays de l'Amérique latine. Donc, en plus des 4 pays qui sont membres, on a 10 additionnels, comme l'Argentine, comme le Paraguay, l'Uruguay, le Panama, la République dominicaine ou bien d'autres. Et ces forums du centre de développement de l'OCDE, c'est très important, parce que ça permet un dialogue entre les pays membres et non membres sur le développement, sur les économies émergentes, sur les économies en voie de développement. Et pour une petite histoire, ça a commencé grâce au président Kennedy, qui a donné la création du centre de développement de l'OCDE. Et quel est l'objet de ce centre? C'est simplement un lieu de contact ou il y a d'autres activités? C'est un lieu de partage de connaissances, des politiques publiques, et savoir comment les expériences des pays peuvent aider à des meilleurs bien-être dans le monde et en particulier des pays membres. Donc on a plus de 50 pays qui sont membres au centre de développement de l'OCDE et on fait des rapports, bien entendu pour avoir un dialogue avec une évidence empirique et des recommandations concrètes. On fait des dialogues sur des sujets précis aussi, comme les ressources naturelles, comme la productivité, comme la migration. Et finalement, on a aussi des dialogues et des forums avec d'autres acteurs en plus du secteur public. Donc on a des entreprises, des fondations et aussi des think tanks comme la Fondation Jean Jaurès. Donc vous êtes vraiment les bienvenus à en participer.
Très bien. Et le document dont nous allons parler, est-ce que c'est un document OCDE ou est-ce que c'est un document qui est élaboré pour ce genre de rencontre? Alors, le rapport qu'on a sur l'Amérique latine, perspective économique de l'Amérique latine, on l'appelle comme le LEO par son acronyme en anglais. C'est un rapport d'abord qu'on fait avec d'autres partenaires. Et ça, c'est un principe important que l'on a au Centre de développement, n'est jamais aller seul dans les régions en développement. Donc, pour l'Amérique latine, on travaille pour ces rapports avec la CEPAL. Alors la CEPAL, il faut rappeler, c'est la Commission des Nations Unies, économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et la Caraïbe, qui est à Santiago du Chili. Exactement, elle est basée à Santiago. On a la CAF, qui est la banque de développement pour l'Amérique latine, et la Commission européenne, qui a un intérêt de plus en plus sur l'Amérique latine. Donc, avec ces 4 institutions, on fait le rapport annuel, et ces rapports servent à informer où on est dans la région, quel type de politique publique on voit, mais aussi c'est une plateforme, finalement, au-delà d'un rapport, une plateforme de dialogue pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider et comment on peut aller ensemble dans le multilatéralisme. Est-ce que, petite question avant de rentrer dans le détail du rapport, est-ce que ce rapport est élaboré en concertation avec les 14 pays qui participent aux activités du centre, je ne me rappelle plus le nom, le centre de développement, pardon, ou est-ce qu'il est élaboré également avec ceux qui n'en sont pas, qui n'y participent pas? Alors, tout d'abord, c'est un dialogue participatif avec les 14 pays membres, bien entendu, parce que c'est avec les membres qu'on décide le sujet. Mais ensuite, on a des dialogues où tous les pays sont invités. Par exemple, Cuba a assisté dans certaines des réunions autour du sujet du Léon. Donc, on est vraiment ouvert à écouter, inviter d'autres pays, bien entendu, dans le processus de production. Et comme je disais tout à l'heure, la CEPAL en fait partie, donc la CEPAL aussi, donc elle invite tous ces pays membres. Et est-ce que cette évaluation est faite en pleine indépendance ou est-ce qu'il y a des pays qui essaient de faire modifier une virgule, enfin un chiffre, une opinion qui peut paraître un peu critique à leur égard, ou est-ce que quelquefois vous avez des retours soit positifs, soit critiques sur le rapport? Alors, c'est une très bonne question, parce que ça me permet de parler un petit peu du processus de production du rapport. Donc, on décide les sujets ensemble. Donc, il faut quand même écouter les pays, savoir quels sont les sujets importants à traiter. Donc là, par exemple, pour la prochaine édition, on va travailler sur l'environnement. Ensuite, il y a toute une équipe de spécialistes qui travaillent sur les différents chapitres du rapport, qui sont partagés, les drafts du rapport dans un conseil de discussion où on a des experts, des académiques, on a d'autres organisations internationales, les pays aussi, pour savoir quel type d'ajustement il pourrait se faire dans le rapport. Donc c'est avec un consensus où on a des experts indépendants surtout, et c'est cela qu'on écoute le plus. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a ces documents de travail, bien entendu, on partage les fiches pays, où on discute avec les différents pays membres, mais en gardant toujours l'indépendance. Donc, il y a des choses où on n'est pas d'accord sur des conseils qui nous donnent de certains pays, et on reste avec notre... C'est signalé dans le rapport ? Non, on ne dit pas ce que le processus ne raconte pas, mais par contre, on garde bien entendu notre indépendance. Mais il faut dire que la plupart du temps, c'est des bons commentaires sur des choses qu'il faut peut-être ajuster ou souligner davantage. Mais pour l'instant, tout s'est très bien passé dans l'ensemble, dans le processus de production, tout en gardant notre indépendance. Bon, maintenant, on va en venir au rapport lui-même. Donc, le rapport porte sur l'année 2021. Exactement. Et donc sur éventuellement l'incidence du coronavirus, etc. Oui. Et il est sorti il y a combien de temps à peu près? Alors, le lancement, on l'a eu au mois de décembre, début décembre, avec la présence des chefs d'État de l'Équateur, de la Colombie et du Costa Rica. D'accord. Et alors, quel est l'axe principal d'évaluation de ce rapport et quels sont les points forts?
Alors, l'axe principal est celui de la reprise économique et sociale en Amérique latine. Donc, on fait un constat de l'impact de la crise du Covid-19 dans la région, au niveau économique et social, et on se centre sur quels sont les axes vraiment des politiques publiques qu'il faut attaquer davantage. Donc, on insiste beaucoup sur la politique budgétaire, sur tout ce qui est autour de la politique de protection sociale et éducation, et finalement, quel type de productivité il nous faut en Amérique latine, et surtout, comment l'intégration régionale peut inciter à avoir plus d'impact de compétitivité dans la région et de création d'emplois formels. Donc ça, c'est les axes des éléments de politique publique. Principaux du rapport. Oui. Après, il y a les comment, l'économie politique de cela. Et on insiste sur la nécessité d'avoir un contrat social dans la région, donc un processus dans lequel tous les acteurs sont impliqués pour l'implémentation de ces politiques, et au niveau international, une meilleure coopération internationale. Voilà pour résumer les différentes thématiques. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact du coronavirus, de la pandémie, sur une situation où il n'y aurait pas eu cette maladie qui a impacté toutes les économies du monde, mais sans doute d'une façon plus particulière et plus forte, une région qui avait quand même des faiblesses structurelles. Oui, donc effectivement, comme vous le notez très bien, avant la crise, on avait déjà des faiblesses structurelles très fortes en Amérique latine en termes de croissance économique, mais aussi en termes d'égalité. Donc avec la crise, ce qu'on a vu, c'est que ces défis structurels se sont renforcés. Donc on a vu d'abord une croissance qui était négative en 2020, moins 7%, donc c'est du jamais vu en Amérique latine, mais surtout, si l'on compare avec d'autres régions du monde, on n'avait pas vu cette réduction et cette récession d'une ampleur comme on l'a vu en Amérique latine. Deuxièmement, l'impact a été asymétrique, donc ça a affecté surtout les plus vulnérables, donc avec une augmentation de la pauvreté, où on est en train de parler de plus de 200 millions de pauvres actuellement en Amérique latine, et surtout en 2021, on n'a pas vu une réduction de la pauvreté extrême. Et donc ça continue à être un grand défi. Avant la crise, on parlait de comment on peut consolider la classe moyenne. Oui. Aujourd'hui, c'est comment on peut réduire la pauvreté. Oui, c'est-à-dire on revient en arrière. Oui. Oui. Il y a l'impact sur le système de santé aussi. Le système de santé n'était pas préparé en Amérique latine à un tel choc. Effectivement. Est-ce que c'est traité dans votre rapport? Oui. Donc en termes de décès, l'Amérique latine a été la région la plus touchée au monde relativement par rapport au nombre de la population. Et cela est lié d'abord à un système de santé qui nécessite encore plus d'investissement, capital humain, mais aussi d'infrastructure. L'infrastructure est très importante. Mais c'est lié aussi aux conditions du marché du travail en Amérique latine. Il ne faut pas oublier qu'on a plus de 50% d'informalité. Oui. Donc c'est des gens qui avaient vraiment besoin de sortir dans la rue pour pouvoir manger. Oui. Oui. Et quels sont dans votre rapport, quels étaient les éléments positifs? Puisque vous dites, on a analysé la possibilité, même très évidente, d'une reprise économique assez forte pour 2022. Donc ce sentiment, cette évaluation, cette appréciation sur la reprise vigoureuse, elle était fondée sur quels éléments? Alors, pour avoir cette reprise vigoureuse, il faut en tenir compte à nouveau de comment on peut profiter le mieux de la politique budgétaire. On voit que l'espace monétaire, il est complètement réduit. Et actuellement, on a des taux d'inflation qui augmentent en Amérique latine, donc les banques centrales sont obligées d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, c'est surtout par la politique budgétaire qu'on peut faire augmenter la demande. Et là, il y a des efforts à faire au niveau des dépenses, au niveau des impôts, au niveau de la dette. Au niveau du système de protection sociale, encore, il faut les repenser dans la région. Et comment créer des emplois? Et là, c'est une stratégie de productivité où l'intégration régionale est très importante. Donc là, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il faut aller davantage. Et pour 2022,
le taux de croissance va rester positif, mais très faible, aux alentours de 2%. Cela dit, bon, on parle de reprise, mais chaque fois qu'il y a eu reprise en Amérique latine, c'est une reprise à faible valeur ajoutée. Ce sont des exportations de produits bruts, qu'ils soient agricoles, énergétiques ou minéraux. Et est-ce que là, l'OCDE a donné quelques idées aux États pour essayer de valoriser un peu mieux les produits qu'ils vendent sur les marchés internationaux? Oui. Donc, comme vous dites, c'est une croissance où la valeur ajoutée reste très faible et ça impacte l'emploi formel. Donc, notre but n'est pas celui d'augmenter la croissance économique, c'est surtout d'augmenter le bien-être comme variable objectif. Et derrière cela, un aspect très important, c'est celui de l'emploi formel. Et dans le rapport, on insiste beaucoup comment l'intégration régionale peut avoir un rôle important. Et dans certains secteurs. Donc on reste très pragmatique dans le rapport. On dit, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, avec les nouvelles technologies, on peut créer de l'emploi. Dans le secteur aussi de tout ce qui est pharmaceutique, il y a des possibilités de développement pour l'intégration régionale. Aussi dans le secteur de la construction des voitures, donc tout ce qui est la phase de vraiment industrie automobile, il y a de la possibilité de création de l'emploi. Et finalement, dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc là, il y a encore des aspects importants à développer. Donc, on insiste au-delà des accords régionaux que l'on a en Amérique latine, de l'Alliance Pacifique, Mercosur ou bien d'autres, c'est rester pragmatique. Quels sont les secteurs qui peuvent nous aider à créer des emplois et comment on peut s'intégrer mieux? Alors, vous parlez beaucoup d'intégration, et quand on regarde sur le temps long, en Amérique latine, on a l'impression que effectivement l'intégration marche bien parce qu'il y a 50, 60, c'est pas très bien, organisations d'intégration au niveau micro-régional, au niveau un peu plus large, au niveau hémisphérique. Donc il y a des feuilletés. Et puis, on a l'impression qu'on tourne la page et on en crée d'autres. Il n'y a pas de... Enfin, c'est assez difficile d'avoir un suivi effectif, cohérent, avec un système d'intégration qui part dans tous les sens. Alors, quand vous parlez de renforcer l'intégration, c'est renforcer ce qui existe ou essayer de mutualiser un peu mieux ce qui existe. Alors, justement, ce que l'on voit dans le rapport, c'est vraiment, il faut aller d'une façon très pragmatique et voir la composition de chaque économie et savoir de quelle façon on peut s'intégrer mieux, au-delà de tout effort que l'on a vu précédemment des accords régionaux qui n'ont pas abouti, il faut être honnête, à des résultats positifs en termes d'intégration régionale. Aujourd'hui, en Amérique latine, les exportations intra-Amérique latine sont au-dessous des 20%, ce qui reste très faible. Donc, notre approche est plutôt de se dire, pensons au-delà de ces accords, parce que finalement, l'impact était très faible. Donc, créons plutôt un dialogue avec les secteurs privés et les États pour savoir quel type de secteur il y a des possibilités. Et l'on voit dans le rapport qu'on peut, bien entendu, développer davantage. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de là, vous identifiez les structures régionales qui seraient les plus utiles pour le projet identifié? Exactement. Et ça va au-delà des frontières de chaque accord régional. Et de chaque accord régional aussi. Oui, de chaque accord régional, Non, parce que il y a eu je sais pas quelle est l'opinion de l'OCDE, mais il y a eu des constructions régionales très idéologisées. Donc il y en a eu d'autres qui ont été créées en sens inverse politiquement, et il y en a d'autres qui n'ont pas marché parce que, par exemple, en Amérique centrale, ce sont des économies qui ne sont pas complémentaires mais concurrentes. En exportation de produits tropicaux, agricoles, du café, etc. Mais bon, le Salvador, l'Honduras, le Costa Rica, ils font à peu près tout. Guatemala, à peu près tous la même chose. Donc je ne sais pas si... Mais là, il y a des expériences quand même récentes que l'on peut
développer davantage. Par exemple, au Costa Rica, là, j'étais la semaine dernière en Costa Rica et on voit justement comment ils ont, dans les 2 dernières décennies, aidé à diversifier leur économie au-delà des produits traditionnels. Et dans le secteur des services, par exemple, il y a toute une gamme de produits qui sont actuellement et qui peuvent aider aussi à donner des leçons d'autres pays d'Amérique centrale. Voilà. Et pour revenir un petit peu en arrière sur les propositions qui pourraient être faites, est-ce qu'il y en a en ce qui concerne la fiscalité, qui est une des fiscalités les plus élémentaires, disons, dans certains pays, si on les compare aux membres traditionnels historiques de l'OCDE? Alors, en termes des revenus qu'on a en Amérique latine, ça reste aux alentours de 23% du PIB, donc effectivement c'est très faible par rapport aux 34%. Quelquefois plus faible dans l'Amérique centrale. Voilà, j'allais en venir justement. Très faible par rapport aux 34% qu'on a au pays de l'OCDE. Mais même si on va au Guatemala, République dominicaine, ça reste vraiment très faible, au-dessous des 15%. Donc là, il y a des efforts à faire dans non seulement le niveau, mais la structure des impôts. Ça reste des impôts qui n'aident pas vraiment à réduire les inégalités. Donc il faut augmenter la progressivité des impôts aux personnes physiques. Il faut repenser ou éliminer certaines dépenses d'impôts. Donc tout ce qui est crédit d'impôt à certains secteurs ou à certaines activités qui n'ont pas créé de la valeur ajoutée, qui n'ont pas créé des emplois formels et qu'au contraire n'ont pas aidé à la concurrence et qui ont créé des rentes dans certains secteurs. Donc là, il faut vraiment repenser ces types d'avantages fiscaux en Amérique latine. Et dernièrement, il y a un aspect très important, c'est celui de l'évasion fiscale. Donc si on veut créer de la légitimité budgétaire, il faut aussi augmenter la capacité de l'administration publique, en particulier des impôts, pour attaquer l'évasion fiscale. Vous parlez d'intégration, donc là c'est un effort interne à l'Amérique latine, mais il y a des acteurs extérieurs. Est-ce que vous parlez non pas d'intégration, mais de coordination? Enfin, les acteurs extérieurs agissent en fonction de leurs intérêts qui sont pas toujours complémentaires avec ceux des autres. Enfin, je pense à la Chine, mais il peut y avoir d'autres pays, le Canada, le Japon, etc. Bon, même la Turquie, chacun venant avec ses projets, sa vision de l'Amérique latine, qui ne correspond peut-être pas exactement aux conclusions que vous proposez. Alors, le Léo, justement, comme on parlait au début, c'est une plateforme. C'est au-delà d'un rapport, c'est une plateforme qui nous aide à savoir où on est dans la région et dialoguer avec d'autres acteurs. Donc déjà, il faut se coordonner entre nous, organisations internationales. Donc ça, c'est un effort que nous, on tient à cœur. Donc comment on peut vraiment arriver avec un message cohérent entre nous tous, parce que sinon ça crée des problèmes additionnels à ce qu'on a déjà dans certains pays. Et ensuite, dialoguer et informer d'autres pays. Les pays membres de l'OCDE, mais aussi au-delà, pour vraiment qu'ils comprennent où on est en Amérique latine, ce qu'il en faut, et aider à une meilleure coopération. Est-ce que vous avez un dialogue avec la Chine, par exemple, qui est quand même un acteur ultra important en Amérique latine en ce moment? La Chine, elle a joué, et on a fait en fait un rapport sur la Chine et l'Amérique latine il y a quelques années. C'est un pays qui a donné, qui a beaucoup plus d'influence aujourd'hui de ce qu'il y en avait il y a quelques décennies. Et certainement, c'est un acteur important. Et il y a quelques années, et ça, il faut, après la pandémie, une fois que l'on puisse voyager en Chine, faire ces dialogues. Donc, on allait présenter notre rapport, présenter nos messages et montrer l'importance de certaines activités qui sont clés en Amérique latine et pour laquelle il faut plus de coordination internationale.
Alors, dernière question, c'est le rapport 2022. Bon, quand vous avez présenté le rapport, la situation n'était pas ce qu'elle est en Europe. Il n'y avait pas cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui impacte, au-delà de l'Europe, les économies mondiales. Et donc aussi l'Amérique latine. Donc j'ai vu qu'il y a des estimations qui considèrent qu'il y aura moins 1% de croissance en 2022 pour l'ensemble du monde, mais pour l'Amérique latine, est-ce qu'il y a déjà des évaluations? Est-ce qu'on peut mesurer déjà l'effet guerre russo-ukrainienne sur les économies latino-américaines? Alors, le fait, on a déjà commencé à travailler justement sur l'effet de cette guerre et il y aura d'impact différencié entre les pays. D'abord, vu la structure économique des pays d'Amérique latine. Donc, tout d'abord, il y a un effet global. Bien entendu, une moindre croissance mondiale, donc ça va impacter l'Amérique latine directement. Et ensuite, on a tout ce qui est la flambée des prix de matières premières, en particulier du prix de pétrole et de certains produits agricoles. Et là, il faut en tenir compte de la caractéristique de las Américas Latinas, donc oui, l'hétérogénéité qu'on a dans la région. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Amérique du Sud et le Mexique. Oui. Pour l'Amérique centrale et les Caraïbes, ça reste un défi important, l'augmentation des produits, des matières premières, en particulier du pétrole. Ensuite, on a vu en termes des marchés financiers, au début, beaucoup de volatilité. Volatilité au marché financier, et ça impacte aussi l'Amérique latine, en particulier aujourd'hui où on a une augmentation de la dette publique qu'il faut payer, et avec plus de volatilité, donc plus dans un monde incertain en termes de taux de change, de liquidité internationale, et bien entendu des perceptions du risque des pays de l'Amérique latine. Pour l'instant, on a vu volatilité, mais pas un impact très fort sur le marché financier, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. Et donc, pour vous résumer, donc il y aura un impact. Et là, ça peut avoir une incidence sur certains pays comme l'Argentine, par exemple. Voilà. Ouais. Et pour vous résumer, donc il y aura un impact, surtout indirect, pour l'Amérique latine, bien entendu, en termes de croissance économique, et une bonne nouvelle pour certains au niveau fiscal, avec l'augmentation des prix des matières premières, pour d'autres, un scénario beaucoup plus complexe. Bien, mais il me reste à vous remercier, à vous inviter pour la sortie du rapport 2022, à refaire ce tour d'horizon qui est extrêmement intéressant. Et dernière petite précision, pour tous ceux qui seraient intéressés, comment pourraient-ils avoir accès à ce rapport? Alors, très simple, c'est sur le site de l'OCDE, en particulier Centre de développement de l'OCDE ou OECD Development Center, et là, vous tapez Latin American Economic Outlook, perspective de l'économie de l'Amérique latine, et là vous aurez accès au rapport. Bien, merci. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.